Et on s'informe avec vous, Marie-Laure de Kerkhove. Bonjour. Bonjour. 3 policiers et la zone de police Bruxelles XL réclament chacun 2500 € à la Ligue des droits de l'homme et à Zine TV. Ces associations auraient ignoré, selon eux, leur droit à l'image. En cause, des photos où ces policiers apparaissent lors d'une exposition, une exposition consacrée à la liberté d'expression face à la police. Mais celle-ci est terminée depuis 3 mois et jusqu'ici, les policiers ne s'étaient jamais manifestés. Pour Manuel Lambert, conseiller à la Ligue des droits de l'homme, cette action judiciaire devant le tribunal civil ne correspond pas aux dispositions légales. Il vient encore d'y avoir une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a établi qu'on avait le droit de diffuser des images de policiers en action sans les flouter lorsque c'est dans un objectif journalistique, si vous voulez, un objectif de débat public. Et donc, pour nous, le débat juridique, il est déjà tranché. On est très à l'aise dans cette affaire. On peut pas, évidemment, prédire avec certitude qu'on va gagner, mais on serait très étonné d'avoir un résultat qui soit pas dans notre sens. Un propos recueilli par Patrick Michal. La parole est aujourd'hui à la défense de Nasser Bendrer devant les assises de Bruxelles. L'avocat de Nasser Bendrer s'applique à démontrer qu'il n'est pas un homme sous influence et qu'il ne connaissait pas Mehdi Nemmouche, en tout cas depuis très peu de temps, au moment de la tuerie au musée juif en mai 2014. L'idée, c'est aussi de démontrer que Nasser Bendrer n'était pas radicalisé, contrairement à Mehdi Nemmouche. La plaidoirie devrait durer 6 heures. Quant au verdict, il n'est pas attendu avant le 7 mars. On vous en a beaucoup parlé, les parents d'accueil ont enfin un statut depuis l'application d'une loi de mars 2017, mais un article était contesté, celui sur la délégation complète ou partielle de décisions importantes concernant l'enfant. La Cour constitutionnelle vient de supprimer cet article. Michel Lagaz, les principaux concernés sont plutôt favorables à cette restriction. La Fédération des services de placement familial estime elle-même que la loi allait trop loin. Par exemple, les décisions sur la religion, la santé doivent faire l'objet d'une décision des parents biologiques ou d'une concertation. La loi, par ailleurs, est bien suffisante pour l'instant pour gérer des choix quotidiens. Aller dormir chez un ami, partir en excursion, aller chez le coiffeur, etc. En revanche, ce qui inquiète fortement, c'est le manque de familles d'accueil pour tous ces enfants. Xavier Verstappen est président de la Fédération des services de placement familial. Il y a en Belgique plus de 250 enfants de moins de 6 ans qui attendent une famille d'accueil. Et qu'à côté de cela, on ne sait pas dire le nombre d'enfants qui vivent en institution et qui, en fait, pour qui il n'y a plus de projet de vie. Simplement parce que nous avons très peu de familles d'accueil qui sont prêts à s'engager pour des enfants qui sont plus âgés, qui sont au-dessus de 6-7 ans. Évidemment, l'engagement est énorme. Il s'agit d'accueillir des enfants 24 heures sur 24 qui ont une double appartenance, leurs parents biologiques et leurs parents d'accueil. Il y a des candidats, mais pas assez. Toutes les campagnes faites par les différents ministres depuis 3 législatures ont porté leurs fruits. Et nous sommes à plus de 600 familles candidates. Mais la réalité, c'est que c'est plus ou moins toujours entre les 600 qui se proposent, 10% qui vont jusqu'au bout de la démarche tellement qu'elle est engageante. Et c'est un engagement citoyen vraiment très très important. Les associations recherchent aussi la diversité culturelle dans les familles d'accueil. Après avoir manifesté hier à Anvers, la jeune activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg s'est rendue pour la première fois en Allemagne. Elle a participé ce matin avec 3000 élèves à une manifestation pour le climat qui s'est tenue dans les rues de Hambourg, dans le nord du pays. En Allemagne, c'est le vendredi que les jeunes descendent dans la rue pour réclamer des mesures ambitieuses pour sauver la planète. Et c'est aussi une législation motivée par une volonté de limiter la pollution atmosphérique. À partir d'aujourd'hui en Wallonie, il est interdit de laisser tourner son moteur le temps de faire une course ou d'attendre votre enfant devant l'école. Le code de la route l'interdisait déjà, mais sauf en cas de nécessité, ce qui laissait une marge d'interprétation. Désormais, en cas de première infraction, vous aurez un avertissement, ensuite une amende de 50 €, une réglementation qui est déjà d'application dans de nombreux pays, comme la Suède justement depuis plusieurs années. Et puis le géant pétrolier Shell, bientôt inculpé dans une affaire de corruption présumée en 2011 sur les droits d'exploitation d'un gisement pétrolier au Nigeria. Cette affaire fait déjà l'objet d'un procès ouvert au printemps à Milan, en Italie, procès dans lequel le Nigeria est partie civile. Shell y est jugé aux côtés du géant pétrolier et gazier italien Eni. Tous deux ont toujours démenti toute faute. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Débat première 100% Bruxelles. Geoffroy Fabré. Bonjour, est-ce que toutes les entreprises tentent de fuir Bruxelles? La question se pose aujourd'hui après l'annonce en début de semaine de Deleuze qui va quitter son siège historique de Molenbeek après plus d'un siècle de présence. Le groupe rassemble toutes ses installations en périphérie flamande du côté de Zelik et ce n'est pas le seul exemple d'une société qui choisit de quitter la capitale. Pour quelles raisons? On évoque principalement la mobilité compliquée à Bruxelles. D'autres parlent aussi de problèmes de sécurité. Alors, qu'est-ce qui pousse ces entreprises en dehors des frontières de la région? Quel est l'impact de ces départs sur les finances de la région et des communes? Et puis, est-ce que ces départs augmentent? On en débat dans un instant. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à une association qui fête cette année ses 5 ans d'existence. Duo for a Job, qui a vu le jour à Bruxelles en 2013, qui s'est depuis exporté dans d'autres villes, Liège, Anvers, Gand. Le principe de Duo for a Job est simple, créer un duo composé d'une personne de plus de 50 ans, retraitée ou toujours dans le monde du travail, avec un jeune étranger ou issu de l'immigration. Le senior appelé Mentor va alors tenter d'aider le jeune appelé Menti à trouver un job. En 5 ans, 1500 duos ont déjà été créés, avec souvent un job ou au moins une formation à la clé. Après 5 ans d'activité, on dresse le bilan de l'action de Duo for a Job avec l'une des responsables de l'association. Débat première 100% Bruxelles. Geoffroy Fabré. Julie Botson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc l'une des responsables de cette association Duo for a Job. Comme un exemple vaut souvent bien mieux que tous les discours, je vous propose d'écouter ce petit reportage sur ce que fait Duo Job au quotidien, un reportage tourné il y a quelques jours. Christine a 70 ans, Nouria en a 29. Elles se sont rencontrées via Duo for a Job. Nouria peinait à trouver un emploi depuis plusieurs mois. Christine, elle, avait envie de se rendre utile. C'est une merveilleuse histoire, Nouria et moi. On a travaillé sur ses désirs, ses envies, ses rêves. Elle montrait qu'elle aimait bien faire la cuisine et qu'elle aimait bien servir les gens. Donc bon, on s'est orienté là-dedans. Nouria était en fait peu au courant des démarches à entreprendre pour trouver un emploi et se présenter lors d'un entretien. Et c'est vrai que grâce à Christine aussi, grâce à ici, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, qu'il fallait envoyer des CV, il fallait téléphoner, il fallait aller sur place, comment se présenter. J'ai fait beaucoup de séances avec Christine ici. Et donc c'est un peu comme si c'est un entraînement à taille réelle. Voilà, je me suis entraînée. Voilà. Et ça, c'était nécessaire? Je ne le savais pas, mais en tout cas, ça m'a aidée. Aujourd'hui, Nouria est sous-chef dans un restaurant bruxellois et Christine envisage de reprendre un autre jeune chercheur d'emploi sous son aile. Voilà donc pour ce reportage tourné par Maïté Warland il y a 2 ou 3 jours, on l'entend. Donc un duo créé par Christine et Nouria. Ici une histoire qui finit bien puisque c'est avec un job à la clé. L'idée donc de votre association, Duo for a Job, c'est né d'un double constat. D'une part, le taux d'activité des plus de 50 ans ici en Belgique, c'est l'un des pires en Europe, et d'autre part, les difficultés des étrangers ou des Belges d'origine étrangère à trouver un job, à s'intégrer dans le monde du travail. L'idée, c'était de faire matcher les deux. Oui, exactement. Donc, il y a effectivement le constat du taux d'activité faible chez les plus de 50 ans et avec un manque de valorisation perçue et réelle de toute l'expérience et toutes les compétences qu'ils ont engrangées pendant leur vie professionnelle. Et puis, des jeunes qui ont des difficultés particulières, des jeunes issus de l'immigration qui ont des difficultés particulières à rentrer sur le marché de l'emploi. Et donc, l'idée, c'était vraiment de dire, c'est une idée assez simple, c'est de dire, en fait, les compétences des uns répondent aux besoins des autres et vice-versa, d'ailleurs. Et donc, voilà, on a créé la SBL. Et depuis 5 ans, on organise du mentoring interculturel et intergénérationnel en mettant en contact ces deux publics. Et donc, les mentors répondent très concrètement dans l'accompagnement du jeune. Ils se voient pendant 6 mois, 1 fois par semaine, aux difficultés particulières que ces jeunes rencontrent. Ici, on a entendu, donc Christine, la mentor, est un ancien prof, je crois. Oui, tout à fait. Et le mentee, donc Nouria, elle a trouvé un job dans un restaurant. C'est pas du tout le même domaine. Alors, comment est-ce qu'un prof peut aider quelqu'un à trouver un boulot dans l'ORECA? Donc c'est vrai que dans la majorité des cas, on essaye de faire un matching secteur. On appelle ça un matching secteur dans le sens où un mentor connaît bien un secteur et donc c'est un peu le plus de l'accompagnement individualisé, c'est qu'il peut le guider dans le secteur en particulier avec ses codes et tout ça. Mais on a toute une série de jeunes, une grosse proportion d'ailleurs, qui arrivent sans projet professionnel défini chez nous. Et alors on a des profils plus généralistes, que ce soit des profils qui viennent des RH ou des anciens assistants sociaux ou des profs, qui passent plus de temps alors du coup à faire découvrir les différents
différents métiers, à essayer de définir quelles sont les compétences du jeune, qu'est-ce qu'il peut valoriser sur le marché de l'emploi, et à définir un projet qui n'est pas nécessairement le chemin le plus court vers l'emploi, mais qui tient compte des envies, des compétences du jeune, un projet dans la durée. Alors je dis, donc ces jeunes que vous aidez, on dit que c'est des jeunes issus de l'immigration. Ici à Bruxelles, c'est finalement la majorité des gens. On sait que plus ou moins 70% n'ont pas des origines belgo-belges, 70% des Bruxellois. Alors vous vous adressez à toute cette population-là ? Oui, donc les critères pour participer pour un jeune, c'est d'avoir entre 18 et 33 ans et d'être issu de l'immigration dans le sens soit des personnes de nationalité étrangère, soit deuxième, troisième génération, c'est-à-dire jusqu'à une personne qui aurait un grand-parent né hors de l'Union européenne. Mm-hmm. Donc effectivement, c'est un groupe de population. Hors de l'Union européenne, c'est ça. Hors de l'Union européenne. Parce que les 70% reprennent évidemment bon nombre de descendants donc d'origine européenne. Alors on l'a dit, 5 ans d'activité, 1300 jeunes plus ou moins que vous avez aidés. Vous avez décidé de les questionner, de savoir un petit peu quels étaient leurs problèmes, et vous sortez aujourd'hui un bilan donc sur base des entretiens de ces 1300 jeunes. Un constat, le constat principal, c'est la grande difficulté encore pour ces jeunes à trouver du boulot. Oui, c'est ça. Donc en fait, Duo for a Job, c'est avant tout une ASBL de terrain, c'est une ASBL qui fait. Ce qu'il y a, c'est que dans le cadre de l'échantillon, en tout cas qui est analysé, c'est-à-dire les 1330 jeunes, on a eu l'occasion de rencontrer plein de jeunes avec plein de compétences, plein d'expériences, mais qui effectivement rencontrent des barrières particulières pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Et donc avec ce rapport qu'on publie, qui sort cette semaine, on avait envie de donner la parole à ces jeunes pour qu'eux-mêmes puissent à travers nous, dire c'est quoi leurs difficultés. Et donc, on a utilisé toute une série de données quantitatives, mais aussi on avait envie de faire du qualitatif. Donc, on a fait beaucoup d'entretiens qualitatifs pour que les jeunes puissent expliquer c'est quoi leur logique. Dans leur basket, c'est quoi en fait ? C'est quoi qui est compliqué pour trouver de l'emploi ? Le deuxième objectif du rapport, c'était évidemment de pouvoir pointer des solutions. Et donc, le mentoring en est une. Et donc, dans ce rapport, on met en avant ce qu'on a pu constater, en quoi le mentoring est une réponse à ça, mais aussi toute une autre série d'initiatives, puisque Duo ne travaille pas seul, on travaille au sein d'un réseau avec le service public, avec les autres associations qui travaillent avec ces jeunes. Et donc, on avait aussi envie de mettre en avant toute une série de bonnes pratiques qui existent. D'accord. Donc, avant d'arriver aux solutions, les constats, 2 grosses difficultés pour ces jeunes. D'une part, la langue, j'ai lu dans votre rapport, et l'autre, c'est le manque d'expérience valorisable. C'est ça que vous avez remarqué vraiment ? Oui, donc quand on dit le manque d'expérience valorisable, c'est le fait qu'on est quand même dans un marché de l'emploi où les compétences, elles existent à partir du moment où elles sont formalisées. Et donc, pour toute une série de jeunes, ils ont des compétences, ils ont de l'expérience, ils ont fait plein de choses avant d'arriver ici, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de le valoriser. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'ils font avec leur mentor, c'est d'abord de pointer ces compétences et de pouvoir gagner en confiance en soi. La confiance en soi, c'est aussi un gros problème. Oui, en tout cas, c'est ce que mettent en avant en premier les jeunes dans ce que leur apporte le mentoring. C'est regagner confiance en soi, se regonfler, se dire en fait j'ai des compétences et donc je vais peut-être devoir passer par de la formation, je vais peut-être devoir l'exprimer autrement, mais en fait ces compétences par ce biais, elles sont valorisables. Elles existent, mais il faut que je puisse les valoriser. Exactement. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est la langue, c'est assez évident. Oui, donc la langue reste une grosse barrière pour les jeunes. On a la particularité, notamment à Bruxelles, d'avoir ce côté bilingue. Et donc, on a des jeunes qui arrivent chez nous, des jeunes Syriens, par exemple, qui arrivent chez nous et qui font le matin du français et l'après-midi du néerlandais. Okay. Ce qui est assez remarquable. Oui. Vous citez justement des jeunes Syriens qui arrivent. Pour ces migrants qui arrivent ici en Belgique, un des gros problèmes que vous pointez dans le rapport, c'est l'urgence, parce que ces jeunes sont souvent surendettés. Donc on a effectivement cette urgence. Alors ça peut être une question de dette ou qui a été contractée pendant le parcours, mais ça peut aussi être tout simplement la grande envie de reprendre sa vie en main, d'être actif professionnellement. Et donc, on a effectivement des jeunes qui ont envie de travailler tout de suite et maintenant. Alors, envie ou besoin aussi. Ou besoin, effectivement. Alors, on a... c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut combler, à laquelle il faut répondre. Mais le travail du mentor consiste aussi, et il travaille souvent sur les 2 niveaux en parallèle, à pouvoir dire, on répond à ce besoin immédiat de gagner de l'argent, mais on travaille aussi à plus long terme sur la définition d'un projet qui tient compte de tes compétences, de tes envies et qui te permettra de t'insérer durablement sur le marché. Pas accepter tout et n'importe quoi d'entrée de jeu, quoi. Voilà.
Alors dans les recommandations que vous dites aussi par rapport aux mentors maintenant, c'est d'essayer de valoriser ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de soutenir le mentoring éventuellement en faisant une activité rémunérée? On sait, hein, les plus de 50 ans sont aussi, il y a un gros taux de chômage chez les plus de 50 ans. Vous avez déjà envisagé ça, d'essayer de professionnaliser ce mentoring? C'est possible? Mais alors, l'objectif de la SBL, il est double. Il est d'une part effectivement d'aider ces jeunes, mais l'autre objectif, et c'est au moins aussi important, c'est de créer une plateforme de rencontres interculturelles et intergénérationnelles, et que des personnes qui sont, on a quand même 75% des mentors qui sont sortis du marché de l'emploi, de pouvoir continuer à valoriser cette expérience-là. Et donc, on n'a pas tellement envie de professionnaliser la chose parce qu'on a envie que ça reste une relation donnant-donnant où chaque partie vient chercher quelque chose, vient apprendre. C'est de l'engagement plus qu'autre chose. Alors, dernière question, pour les mentors ou les mentees qui voudraient s'engager, vous en recherchez quotidiennement? Ah oui, toujours. Donc, que ce soit des jeunes ou que ce soit des mentors, ils sont toujours les bienvenus, que ce soit à Bruxelles, mais aussi à Liège, à Anvers, à Gand. Et on va ouvrir à partir de 2019, dans le courant de 2019, une antenne à Paris. Ok, Julie Botson, merci. Je rappelle, vous êtes donc l'une des responsables de l'association Duo for a Job. Merci d'avoir répondu à nos questions. On poursuit ce débat première 100% Bruxelles. Après une petite pause, on parlera des entreprises et de leur volonté éventuelle de quitter Bruxelles. Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 37 07. Débat première, midi 13h. Et attention, nouvelle attaque de Gilbert. Gilbert qui dépasse. Mais où est-ce qu'il va? Mais il fonce tout droit chez un partenaire de Koenig. Mais c'est incroyable, mesdames, messieurs. Vous cherchez des nouvelles portes et fenêtres? Comme nos leaders d'équipe, choisissez De Koenig. Plus d'infos sur notre action Batibo et le partenaire privilégié de votre région sur dekoenig.be. De Koenig, optimisez vos portes et châssis. La question du jour. Puis-je faire mes achats si je suis allergique à la TVA? Oui, mais seulement chez MediaMarkt. Car en ce moment, vous profitez de l'action 21% de TVA. Pas pour moi. MediaMarkt vous offre le montant de la TVA sur des TV, smartphones, ordi, électroménagers et bien plus encore. Conditions en magasin et sur MediaMarkt.be. Ce dimanche, tous les magasins Ikea sont ouverts de 10 à 18h, sauf Ikea Anderlecht et Arlon. Venez faire un tour et profitez de 10% de réduction sur nos cuisines. Plus d'infos sur Ikea.be. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes de desserts et de pain irratables. Des recettes de gâteaux qui cartonnent. Avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. La Première présente Manon Le Pomme dans son spectacle « Non, je n'irai pas chez le psy ». À la base, j'aurais adoré être prof de français. Seulement, comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles Le Pomme? Retrouvez l'étoile montante de l'humour belge le 22 mars au Centre culturel d'Odorghem. Réservation manon-lepomme.be. Midi 13h, débat première. La région bruxelloise a-t-elle du mal à garder ses entreprises chez elle? On en débat dans un instant, juste après cette pause musicale. C'est avec Musti ce midi. You're making a smile, I know you're feeling so high. You're a traveling soul full of desire and hope. What a day. What a day. Back in style, but in a different way. You're so much cooler than me, that's why I'm sad every day. Oh, I've been working since I was a child, but you were asking for more. What a day. Clock is ticking and the world is ending. It's a funny, foolish decay. Your house is burning and the dog is crying, but you're still much cooler than me. Not too cool to break rules at school. Yeah, I know you're just asking for more. What a day.
silence, getting rid of all the pain. You're asking for more, like an asshole like a plane. No, I'm trying to break the silence, getting rid of all the pain. What a day. What a day. What a day. What a day. Musty, What a Day. En début de semaine, le groupe Delhaize a donc annoncé son intention de quitter ses installations historiques à Molenbeek. 1000 travailleurs, 37 000 mètres carrés. Ce départ est-il symptomatique d'une situation générale à Bruxelles? On en débat ce midi avec Yann de Brabanter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Bessie. Didier Gozouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre bruxellois des filles de l'emploi et de l'économie. Et enfin, Catherine Moureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la bourgmestre PS de Molenbeek. Catherine Moureau, on commence avec vous. Cette annonce en début de semaine, cette annonce de départ du groupe Delhaize, elle vous a surpris? Alors, elle m'a surpris, elle m'a surtout choquée. Donc, moi, je suis arrivée au bureau lundi. 8h15, hop, Delhaize qui m'appelle, voilà, on part. Faut savoir que Delhaize, c'est vraiment un monument à Molenbeek, ça fait plus de 130 ans qu'ils étaient installés. C'était une entreprise avec laquelle la commune a toujours eu d'excellentes relations. Et donc la première chose que j'ai dit, c'est mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce qu'on peut se voir? Et donc je les ai vus, et ils m'ont annoncé qu'en fait, ils partaient pas du tout parce qu'ils avaient des griefs vis-à-vis de nous, au contraire. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont venus de manière extrêmement correcte me parler ce jour-là. C'était un long entretien, mais qui faisait un choix positif pour regrouper 3500, 3600 travailleurs. Et vous croyez que c'est la seule raison? Vous y croyez ça? Oui, j'y crois parce que très clairement, ils viennent avec le même récit que celui que moi j'avais en tête, c'est-à-dire tout va bien entre la commune et Delhaize. Ça a toujours été le cas pour moi et ils ont dit ça également. Qu'ils quittent un site dans lequel ils avaient fait des investissements, notamment des investissements de parking, qu'ils quittent un site qui est extrêmement bien desservi par les transports en commun, puisque c'est un site qui est à mi-distance, distance extrêmement courte, entre la station de métro Bécante et la station de métro Ossegem, et qu'ils quittent un site d'ampleur pour lequel il n'y avait pas de litige fiscal ou autre entre nous. Donc je pense qu'ils font vraiment, eux, un choix positif vers un regroupement stratégique de leurs employés, puisqu'ils avaient déjà 2500 employés sur le site de Cobegem. Ils rajoutent les employés qui viennent d'Anderlecht, les employés qui viennent de Molenbeek, et ce n'est pas autre chose qu'un choix positif dans leur chef. Et, comme ils me l'ont présenté, saisir une opportunité extrêmement intéressante pour eux, puisque le Pers Group quittait juste à côté de là où ils avaient déjà 2500 travailleurs. Alors, Yann de Brabanter, vous vous attendiez, vous, à ce départ? On entend, Madame Moreau se dit totalement surprise. Non, je dois avouer également que nous avons été surpris par le temps, bien que nous savons que Delhaize avait déjà réfléchi sur un déménagement vers Zellik. Et effectivement, nous considérons ce cas-ci vraiment comme un effet de rationalisation, une opportunité, comme vous avez dit, Madame la bourgmestre. Donc, il s'agit tout simplement de déménager et de rassembler du personnel sur un endroit. Et bien entendu, un groupe comme Delhaize, qui a toujours eu un attachement fort à Bruxelles, c'est tout simplement vu devant le choix. Le changement de direction n'y a rien fait, le fait que ce soit les Pays-Bas au-dessus? Est-ce que l'attachement existe encore vraiment? Non, enfin pour autant, évidemment, un groupe hollandais ne voit pas la frontière. Il n'y a pas de douane entre Cobegem et Molenbeek. Donc, je crois qu'il s'agit vraiment d'une opportunité ou un choix rationnel dans la gestion de l'entreprise. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que effectivement, tant pour Bessie que pour la région, que c'est à nouveau une entreprise qui quitte
la région, la frontière qui part vers la Flandre. Qui sort de la frontière régionale. Donc il faut passer à l'armée, on parle de 1000 emplois, mais ce sont toujours les mêmes gens qui vont toujours avoir les mêmes emplois. Voilà, c'est un déménagement de l'emploi, c'est pas une perte d'emploi. C'est pas une perte d'emploi. Vous suivez ça, Didier Gozouin? C'est pareil. La commune, on l'a entendu, Françoise Kepmans a reproché à la région de ne pas avoir su garder de ne rien avoir fait pour garder Deleuze. La région a une responsabilité? Dans ce débat, il ne faut pas avoir de propositions et de propos électoralistes. Je confirme en tout cas ce qui a été dit ici, c'était une surprise. C'est tellement vrai d'ailleurs que dans le plan d'aménagement de développement de la gare de l'Ouest, il était prévu, et c'est à l'enquête actuellement, il était prévu des extensions pour Deleuze à la demande de Deleuze. Juste à côté, pour nos juste à côté. Et donc, c'était à la demande de Deleuze. Donc, effectivement, ça nous a surpris, mais c'est vrai qu'il y a même pas 4 mois, ils ont eu une opportunité foncière. Et ils ont saisi cette opportunité foncière. Et donc, il ne faut pas commencer à faire des jeux électoralistes autour de cette décision qui est propre à Deleuze. Maintenant, il faudra bien entendu gérer cette situation comme on doit gérer toutes les autres situations. Tout récemment, le gouvernement a été confronté à un choix de Bipost. Eh bien, nous avons trouvé un accord avec Bipost, nous avons racheté le foncier de Bipost et nous allons continuer à développer de l'activité économique. Et donc, c'est toujours évidemment dommageable parce que c'est une belle image de Deleuze à Bruxelles et à Molenbeek. Mais voilà, c'est le choix et la responsabilité de Deleuze, même si je pense que les solutions de mobilité étaient meilleures là où ils sont que là où ils vont aller. Donc, je crois qu'ils auront... mobilité pour les travailleurs, mais est-ce que pour les énormes camions, c'est quand même plus facile de se trouver à As? Non, vraiment, là où on était, il n'y a pas eu, mais la bourgmestre confirmera sans doute ou infirmera. Non, c'était vraiment optimal, mais c'est vrai qu'ils étaient entre deux sites, celui de Zelig qui est situé à 7 km et celui de Ossegem-Molenbeek. Donc, Catherine Moreau, c'est critique que la région n'a pas fait son travail. J'ai vu que vous... Je partage l'analyse de Didier Gozouin. Je pense que quand Françoise Kepmans disait ça, elle le faisait comme tête de liste à la région du MR et pas comme ex-bourgmestre de Molenbeek. Alors, voilà, on l'entend. Je ne me situe pas du tout en tant qu'autorité publique molenbeekoise aujourd'hui dans la même analyse. Vraiment pas du tout. Justement, en tant qu'autorité publique molenbeekoise, c'est une perte. Donc, on l'a dit, vous avez été surprise, mais il y a aussi le souci financier. C'est des taxes. J'ai lu, c'est 150 000 euros par an qui quittent Molenbeek. Ça, c'est un vrai problème. Donc, non. En réalité, ce n'est pas un vrai problème. J'ai cessé de répéter ça depuis le premier jour. Non. Pourquoi ? Premièrement, nous souhaitons qu'il y ait une nouvelle installation à caractère économique à cet endroit. Et donc, évidemment, les taxes, elles seront perçues avec d'autres opérateurs. Deuxièmement, moi, ma préoccupation immédiate, et je pense que ça a été aussi celle du gouvernement bruxellois dans les heures qui ont suivi le fait d'apprendre cette nouvelle, c'est la question de l'emploi. C'est la question de l'activité économique, c'est pas la question des taxes. Attendez, excusez-moi, il n'y a pas de perte d'emploi à condition qu'on puisse recréer de l'emploi. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas de perte d'emploi nette, non, ok, mais la aujourd'hui. Région perd 1000 emplois. Mais la région perd 1000 emplois sur ce site. Et donc, demain, nous avions, avec ma majorité, l'objectif de travailler avec Deleuze à des partenariats pour la mise à l'emploi de jeunes. Ceci n'est plus possible. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je souhaite que demain, ce site soit à nouveau occupé par de l'activité économique. On en parlera d'ailleurs. La préoccupation chez nous n'est pas la taxe, c'est l'emploi. C'est la suite de ce débat. Juste après le flash de midi, on viendra avec vous, Didier Gozouin, avec les propositions que la région a mis sur la table. Rejoignez le débat via Facebook et Twitter et 02 737 37 07. Midi 13h. Débat première. Voici un entrepreneur qui a trop d'administration à faire. Et voici un entrepreneur qui confie son administration à Groupe S. Consacrez plus de temps au cœur de votre activité. Groupe S facilite considérablement la vie de votre entreprise. Disposez d'applications pratiques, de conseils sur mesure et du soutien d'un payroll advisor qui suit de près l'administration de votre personnel. Groupe S, plus qu'un secrétariat social. Découvrez aussi notre nouvelle solution pour les flexi-jobs sur prestaflex.be. Votre future maison.
là où vous rassemblerez la famille, les amis, là où vous partagerez les meilleurs moments de votre vie, là où il vous faudra peut-être un jour consoler un chagrin ou soigner un bobo. C'est pour toutes ces émotions que nos équipes Thomas et Piron s'engagent chaque jour. Conditions Batibo jusqu'au 15 avril. Info sur thomas-piron.eu. Elle est pas belle notre Wallonie? Des forêts magnifiques, des cours d'eau superbes, des châteaux, le Ravel. Tu la connais bien notre région? Oui, grâce au service public de Wallonie et son site wallonie.be. Il y a les actus de la région et tu peux y effectuer de nombreuses démarches administratives. Il y a aussi le numéro gratuit, le 1718, et des espaces Wallonie pour un accompagnement personnalisé. Ça roule la Wallonie. Logement, énergie, fiscalité, mobilité, le service public de Wallonie est là pour vous. Parcourez wallonie.be. L'esprit clair. Il est 12h30. Les titres du 13h, c'est avec vous, Lucie Herman. Bonjour. Bonjour. Dans le procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles, après le plaidoyer polémique de la défense de Mehdi Nemmouche hier, c'est aujourd'hui à l'avocat de Nasser Bendrer de prendre la parole. Nasser Bendrer qui est accusé d'avoir fourni les armes qui ont été utilisées lors de l'attaque. Mais la défense maintient qu'il ne connaissait que très peu Mehdi Nemmouche, qu'il ne lui a pas donné les armes demandées et que contrairement à lui, il n'était pas radicalisé. Nasser Bendrer est accusé d'être co-auteur des 4 assassinats du 24 mai 2014. Lassé de votre voiture de société, intéressé par d'autres alternatives plus respectueuses de l'environnement, toujours avec le budget prévu par votre entreprise, c'est maintenant possible avec le nouveau budget mobilité. Le texte a été voté hier à la Chambre, nous en parlerons dans le journal de 13h. Condamné jusqu'à 5 ans de prison pour avoir manifesté contre le prix du pain, c'est la sentence qui est tombée pour 8 personnes au Soudan. Une première décision des tribunaux dits d'exception qui ont été mis en place en début de semaine. La faute de ces 8 personnes est officiellement d'avoir défié l'état d'urgence. Immortel, Alain Bachung nous revient 10 ans après sa mort. Un deuxième album posthume sort aujourd'hui. Sur cet album qui s'appelle Immortel, donc, on retrouve des morceaux mythiques, mais aussi 4 titres inédits. Merci de nous suivre et à tout à l'heure. J'ai vraiment bien fait de passer par une agence immobilière sociale. Les travaux sont quasi finis, dans 1 mois les appartements sont loués et je devrais plus y penser. L'AIS m'a apporté son expertise pour le chantier et j'ai bénéficié de primes pour la rénovation. En plus, mon loyer est garanti. Un bon investissement pour une bonne cause. Avec 20 ans d'expérience au compteur, je crois qu'on peut faire confiance aux AIS. Vous êtes propriétaire? Cliquez sur fedais.be. Les AIS, la location, l'esprit tranquille. Avec l'aide de la région de Bruxelles-Capitale. Débat première 100% Bruxelles. Geoffroy Fabré. On poursuit ce midi ce débat sur la présence et parfois le départ des entreprises de Bruxelles. On poursuit ce débat avec vous, Didier Gauzoin. On reste encore un petit peu sur le cas précis de Deleuze qui quitte Molenbeek. Vous l'avez dit très tôt, dès le début de la semaine, avec Rudy Vervoort, la région va très vite se pencher sur le cas pour apporter des propositions. Alors, quelles sont les propositions de la région pour ce site, un site énorme, 37 000 m²? D'abord, précision, Deleuze quittera définitivement fin 2021, ce qui donne le temps de réfléchir au développement et à des alternatives positives pour ce site, de près de 4 hectares. Alors, dès le lundi, le ministre-président, Rudy Vervoort et moi-même, nous avons rencontré les patrons de Deleuze, qui nous ont confirmé d'ailleurs que c'était en parfaite entente avec la région. Et qu'est-ce que nous avons décidé au gouvernement d'hier, sur la proposition toujours du ministre-président et de moi-même, c'est de confier une mission à l'administration de l'urbanisme, qui s'appelle aujourd'hui Perspective, ainsi qu'à CityDev comme opérateur foncier, pour à la fois confirmer l'affectation, je dirais, économique du site, puisque ce site est dans ce qu'on appelle une ZEMU, une zone d'entreprise, confirmer cette affectation, réfléchir à des possibilités de développement et éventuellement se porter acquéreur du site. Oui, c'est ça, parce que c'est Deleuze qui est propriétaire. CityDev, oui, mais Deleuze a annoncé qu'il vendrait le site. Mais on ne va pas accepter, et là c'est quand même la responsabilité du politique, de faire n'importe quoi. Nous voulons maintenir des zones d'activité, nous voulons maintenir des zones d'emploi, et donc nous allons y travailler avec la possibilité éventuellement pour CityDev d'acquérir. Comme je vous l'ai dit, nous avons acquis le site de Bipost, et pourquoi pas demain le site de Deleuze pour développer peut-être un centre
centres de développement et de distribution urbain dont on a grandement besoin et qui permettrait de retrouver autant, si pas plus, d'emplois encore. Exclusivement, alors Catherine Moreau, pour vous, pour la commune, c'est ça qu'il faut, c'est garder exclusivement de l'emploi. On sait que le boom démographique diminue un peu, mais touche plus le nord de la capitale. Il y a besoin de logements. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une Je pense que c'est donc tout d'abord au plan planologique, c'est une zone à caractère mixte, mais qui était occupée à 100% par de l'activité économique. Je pense que c'est tout l'intérêt de la démarche du gouvernement régional bruxellois, c'est de faire plancher ceux qui ont les capacités pour ça, pour avoir un plan qui est rationnel, qui répond aux besoins et qui va nous proposer probablement une densification sous une forme ou sous une autre, en tenant compte de la qualité de vie, en tenant compte de la mobilité, quelque chose qui sera intéressant pour tout le monde. D'accord, donc vous demandez du logement quand même. Et donc, non, je ne dis pas que je demande du logement à ce stade. Je dis que j'écouterai et je participerai aux travaux initiés par le gouvernement bruxellois avec joie. Je pense que ce sont les bons opérateurs qui sont choisis pour réfléchir à la question. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Comme l'a dit le ministre, on a un peu de temps, il faut en profiter. Et je l'ai dit à la minute même où j'ai appris la nouvelle, je pense qu'effectivement, il faut garder un caractère principalement, si pas à 100%, économique à ce site. Donc là, moi, je ne vais pas varier d'un iota. Je pense qu'il faut qu'on garde une part de tissu économique vivant à Bruxelles. Et ce site, à mon avis, fait partie des sites qui garderont une vocation économique ou essentiellement économique demain. Alors ici on l'entend, hein, vous semblez tous les trois d'accord sur ce départ positif, mais c'est pas le seul cas. Je vais citer deux exemples. Un exemple à Molenbeek, Sinoko Palais du Vin, c'est l'un des plus gros distributeurs de vin du pays, qui a annoncé il y a un petit temps déjà qu'il quittait Molenbeek. Lui, il s'installe à Nivelles, et puis une autre firme assez célèbre, hein, la firme de pralines Léonidas, qui n'a pas encore tranché, mais qui souhaite aussi quitter son siège anderlechtois. Dans ce cas-là, on ne peut plus parler d'un départ positif. Je me tourne vers vous, Yann de Barbentaire. Le but de ces deux sociétés, c'était de trouver un nouveau site, mais à Bruxelles, on n'en trouve plus. Non, effectivement, et je crois que le ministre Gozouin sera d'accord de confirmer que parfois, il faut faire des choix, et une entreprise qui se développe, qui a besoin d'espace, ne trouve peut-être plus l'endroit à Bruxelles. Mais je crois que, et je reviens au dossier Delhaize, j'entends bien et j'apprécie également qu'il y a des déclarations positives qui vont dans le sens. Il faut sauvegarder le site pour des activités économiques. On en a besoin. L'économie, c'est la fonction faible actuellement à Bruxelles, bien que nous avons besoin d'habitation pour répondre au boom démographique. Il faut surtout aussi une activité économique qui crée des emplois pour les gens qui habitent à Bruxelles. C'est une crainte. Donc et je remercie le gouvernement d'avoir déjà pris aussi vite une décision qui va dans le même sens, et nous sommes, en tant que représentants de l'économie, tout à fait disposés à trouver avec le gouvernement des solutions ou des acquéreurs pour y investir. Le cas de Delhaize, évidemment, a coïncidé avec une communication de BCI sur le baromètre. Hein. Vous savez que tous les 6 mois, on prend la température de l'économie. Et effectivement, dans ce baromètre, il paraît que toujours 32% des entrepreneurs à Bruxelles considèrent d'une façon ou d'une autre une délocalisation. Hein, on parle, ils veulent quitter Bruxelles, soit pour l'étranger, soit pour la région flamande. Le plus inquiétant, c'est que 13% envisagent une délocalisation vers l'étranger, mais tout de même, 11% à peu près considèrent que la Flandre peut être une solution, et 8% choisisseraient éventuellement pour la Wallonie. Et c'est là que je viens avec le foncier, avec le problème de ne pas pouvoir se développer ici à Bruxelles. Je reviens avec cet exemple de Sinoko, où le patron m'expliquait hier qu'il voulait bien acheter ici, mais on ne propose que des baux amphithéotiques. Et ça, peut-être expliquer en un mot, Monsieur Gozouin, c'est la région plaide pour des baux amphithéotiques. En un mot, d'abord, je voudrais quand même corriger. Vous avez raison de signaler les entreprises qui quittent Bruxelles. Mais moi, je vais vous donner l'entreprise Corelio Printing, qui est à Erpenmer, qui est revenue sur la région bruxelloise, 170 emplois. Je pourrais vous donner une société qui vient de nous rejoindre aussi, la société Stilemans, qui est sur le site de Zelig, où va Delhaize, et qui vient de nous rejoindre, notamment sur les terrains de CityDev.
Ce qui est exact, c'est que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins de toutes les entreprises. Et donc, qu'il y ait des entreprises qui quittent Bruxelles, c'est toujours dommageable, mais c'est la vie économique. Vous savez qu'il y en a eu 2768 entreprises qui sont venues à Bruxelles depuis la Flandre, la Wallonie ou de l'étranger en 2017. Donc, arrêtons de nous focaliser sur les trains qui arrivent en retard. Parlons aussi un peu des trains qui arrivent, qui roulent à l'heure et au top. Donc, il y a aussi des entreprises. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que un certain nombre d'entreprises, je peux comprendre ça, veulent être maîtres, propriétaires de leur foncier. Or, aujourd'hui, le foncier, il est rare. La région bruxelloise maîtrise aujourd'hui 206 hectares, donc est propriétaire de 206 hectares. Nous avons d'ailleurs augmenté tout récemment par l'achat de Bipos de 6 hectares notre patrimoine. Et c'est vrai que nous ne vendons pas le foncier, mais nous concluons des baux amphithéotiques où les entreprises peuvent soit louer les bâtiments ou soit construire les bâtiments. Mais nous restons maîtres du foncier, tout simplement parce que nous ne voulons pas à un moment donné que la plus-value foncière nous échappe. Oui, mais ça veut dire que 30 ou 60 ans après, le bâtiment que j'ai construit, si tant est que j'en ai construit un, je le perds. Mais il est amorti. Et un bail amphithéotique, ça se renouvelle. Un bail amphithéotique se renouvelle. 2 fois, pour la région, c'est un bail peut aller jusqu'à 99 ans, il est encore reconductible. Et donc, je veux dire, ce n'est pas l'intérêt de CityDef de faire partir une entreprise qui fonctionne bien. Donc, c'est une question de contrôle du foncier. Vous savez qu'à Londres, tout est sur la formule amphithéotique. Mais ça n'est pas encore dans la mentalité des gens et des entreprises. Je comprends, je respecte, mais on peut se poser la question de dire, oui, mais votre système amphithéotique ne fonctionne pas. Eh bien, je voudrais vous dire que 98% du bâti, donc de ces 206 hectares, sont occupés par des entreprises. Mais ça montre que ça répond à une demande et à des besoins d'entreprises. Et c'est pas un frein, ça, Yann de Brabanter ? Mais je suis tout à fait d'accord d'entendre le ministre Gozouin. Ces mauvaises nouvelles, et j'entends également des reproches d'électoralisme. Ça ne nous fait pas plaisir non plus, comme représentants des entreprises, de sortir des mauvaises nouvelles avec des craintes de voir partie des entreprises, parce qu'à force de le dire, ça peut donner des idées à d'autres. Mais la question est surtout, et c'est pour ça que je crois que le titre de l'émission, la région bruxelloise fait fuir les entreprises. Question, évidemment. C'est évidemment une question, vous l'avez compris. Je crois pas que l'émission mérite ce titre. Non, la région, ni le gouvernement, ni la commune, ni le bourgmestre de Molenbeek font fuir les entreprises. Mais la question est tout de même pertinente. Est-ce que nous faisons suffisamment pour créer l'entrepreneuriat, pour stimuler l'entrepreneuriat, pour encourager les entreprises? Et il ne faut pas nier tous les problèmes de mobilité, de sécurité, de propreté. Ça joue également dans le choix des entreprises et surtout dans l'attraction pour attirer les talents vers les entreprises. On a difficile à trouver les gens. Alors justement, je rebondis. Monsieur Fabré, je vais vous donner quand même un chiffre, parce qu'il ne faut pas non plus donner une mauvaise information. En 2014, il y avait 94 436 entreprises en région bruxelloise. À fin 2018, il y en a 108 389, soit une progression de 18%. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui quittent Bruxelles. Non. Mais ça veut donc dire que le nombre d'entreprises continue de croître. C'est d'ailleurs à Bruxelles que le taux de création d'entreprises est le plus important dans ce pays. Mais dans le baromètre de Bessie, on lit aussi que c'est beaucoup d'entreprises avec une seule personne, avec 2 personnes, des petites entreprises, des start-up. Alors vous m'interrogerez en disant, ça veut donc dire que le volume d'emploi diminue. Eh bien non, le volume d'emploi ne diminue pas. Il était en début de législature de 710 000 emplois. Nous sommes à 728 000 emplois. Donc une progression, et encore une fois, c'est en 2017 que l'emploi économique a progressé le plus en région bruxelloise. Plus 1,7, plus 0,6 en Flandre, plus 0,3 en Wallonie. Ça, c'est la réalité des chiffres. Catherine Moreau. Oui, 2 choses. D'abord, effectivement, nous créons plus d'emplois en proportion que les Flamands et les Wallons. Et deuxième chose, le tissu économique effectivement est en mouvement. Et penser qu'avoir des petits opérateurs plutôt que des grands est meilleur, c'est probablement un mauvais calcul. Tout à l'heure, M. de Brabanter parlait de délocalisation. Pour moi, il est tout à fait évident que les grosses boîtes, les grandes entreprises sont plus sujettes, plus tentées par la délocalisation que les petits. Et donc, en réalité, on peut considérer que l'entreprise
l'entreprise prend une autre forme, et une forme qui peut probablement être plus solide. Est-ce que ça doit être une volonté de la région, justement, d'attirer plus Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il ne faut pas voir essentiellement du négatif dans plus de création de plus petites entreprises. Les PME sont probablement, avec l'économie sociale aussi, l'avenir de l'emploi et de l'économie. Donc là, il y a une chose importante à avoir à l'esprit. Et si je peux me permettre d'ajouter encore une dernière chose. Juste avant la pause. N'oublions pas que nous sommes entourés, Bruxelles est entourée du Brabant flamand. Et donc, effectivement, ceux qui ne trouvent pas assez de place à Bruxelles, mais qui ont un marché essentiellement bruxellois et qui ont un marché tourné vers Bruxelles, se retrouvent alors à louer ou acheter des grandes surfaces dans le Brabant flamand. Ça n'a pas une connotation politique essentiellement, c'est essentiellement une contingence géographique. Et comme il le disait tout à l'heure, qu'on soit marseillais ou péruvien, on ne voit pas cette frontière comme nous la voyons comme une frontière extrêmement importante. Non, économiquement, cette frontière géographique n'existe pas. On poursuit ce débat sur l'entrepreneuriat à Bruxelles après cette courte pause. Midi 13h. Débat première. L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus? Choisissez Ego et profitez de nos très belles conditions Batibo. Ego, cuisine et rangement sur mesure. Investissez vous-même sur bolero.be. Devenez client, transférez vos titres ou votre cash avant le 15 mars et recevez 2% en plus. Conditions sur bolero.be. Pour avoir chaud, on se met avec notre petite Marie dans un bain bien chaud. Au bain-marie. Original, mais combinez plutôt le mazout avec les énergies renouvelables. Découvrez votre combinaison parfaite sur informazout.be. Dis Jules, c'est quoi ces mauvaises notes? Bah comme ça la prof sait qu'elle doit mieux expliquer la prochaine fois. Oui, non mais attends, c'est pas... Parce que les meilleures conversations ont lieu dans la cuisine. Rendez-vous à Batibo ou dans votre magasin Xina pour la meilleure conversation concernant votre nouvelle cuisine et profitez de nos conditions Batibo incontournables. Xina. Toujours avec vous, ouvert le dimanche 3 mars. De l'investigation, des opinions et des solutions. De l'humour, des débats et de l'impertinence. Mais aussi du décryptage et de l'immersion dans votre région. De la vie, de l'engagement et de l'inspiration. C'est toutes les semaines dans Le Vif l'Express, le magazine qui élargit les horizons. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Ah, moi, c'est pour leur foire au vin que je ne rate jamais. Ah, une fois de plus, les promotions sont incroyables. Comme ce Bordeaux haut de Ménac en 3 plus 3 gratuit. Soit 3,49€ la bouteille. 3,49€ pour un vin médaillé? Eh oui, c'est jusqu'au 17 mars. Intermarché, avec vous pour une vie moins chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Dans le nouveau numéro, scandale sexuel, révélation sur le bastion gay du Vatican, désarroi des fidèles, une plongée dans l'église catholique en pleine crise existentielle. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Un gagnant loto est toujours le bienvenu. Hola, gagnant loto. Si tu gagnes le jackpot, tu pourras acheter une villa en Espagne. Une paella. Ou la louer avec un des chèques voyage loto surprise. Une sangria. Ici, on apprend déjà le français. Des gambas. Tentez de gagner le jackpot loto de 1 500 000 €. Quel macho. Et par la même occasion, l'un des chèques voyage de 5 000 €. Check-in sur lotosurprise.be. Parce que c'est possible. Dans quelques mois, ce sera le retour de la belle saison des barbecues. Beaucoup se prennent pour des virtuoses de la grillade. Mais qui sont les vrais champions? Pour le savoir, la Une recherche des duos prêts à démontrer leur maîtrise du feu. Pour participer, inscrivez-vous sur rtbf.be/tv. Débat première 100% Bruxelles. Geoffroy Fabré. Et on poursuit cette dernière partie de débat première 100% Bruxelles. Yann de Brabanteur, je me tourne vers vous. On a déjà évoqué ce baromètre de Bessie. Bessie qui chapeaute 35 000 entreprises ici. À Bruxelles, vous sondez régulièrement vos membres. Les 6 mois. Et donc, dans le dernier baromètre ici de janvier 2019, évidemment, on apprend que plus de 60% des entreprises veulent rester où elles sont, ici, à Bruxelles. Alors, ça peut paraître peu, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le chiffre le plus haut depuis 2013 et que ça augmente depuis 2013. Donc, finalement, c'est un signal assez positif. Les entreprises sont bien à Bruxelles ? Il n'y a pas que le fait que Bruxelles a toujours une attraction suffisante. Il y a une conjoncture également qui est positive. Et on tient tout de même à signaler qu'effectivement, investir ou faire de l'économie à Bruxelles a toujours
Bruxelles possède toujours des atouts uniques, localisation, la présence des instances européennes. Des instances européennes, internationales, son dynamisme économique, les talents, les universités qui sont quand même présents. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais c'est pour ça, c'est notre devoir, comme représentant de l'entreprise à Bruxelles, quand même, il y a des clignotants orange parfois rouge. Même rouge. À nouveau, la mobilité reste un problème crucial, mais il y a également le problème de la fiscalité. Pas que les entreprises ne souhaitent pas payer des taxes, mais il reste un problème, pas au niveau régional, pas tellement au niveau régional, et je crois que c'est un devoir pour le prochain gouvernement de travailler à une harmonisation de la fiscalité au niveau des communes également. Certaines communes sont beaucoup plus chères que d'autres. Oui, absolument. C'est surtout l'incertitude. Dans le temps, quelqu'un qui a investi souhaite faire son calcul et ne doit pas être surpris 2 ans après d'avoir une augmentation de taxes ou d'avoir des nouvelles taxes qui s'inventent. Catherine Moreau, justement, je vais rebondir là-dessus. On parlait de ce distributeur de vin qui me disait très concrètement son cas. Il payait, lui, des taxes communales à l'équivalent de 100 000 euros par an. Et il trouvait, c'était une des raisons pour lesquelles il partait, que par rapport au service qu'il recevait par rapport à ces taxes, ça ne le valait pas. Il parlait notamment de la sécurité. On l'a déjà évoqué. Donc, ces taxes communales, c'est un frein malgré tout. Alors, c'est assez intéressant ce que vous mentionnez là, puisque la législature passée, en fait, les socialistes ne géraient pas Molenbeek, on était dans l'opposition. Et, vous êtes la représentante communale, c'est pas... Oui, mais je veux quand même revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant. Parce que finalement, la structure de taxe, elle a été changée durant la législature où le Parti socialiste n'était pas au pouvoir, et elle a été changée de manière défavorable pour les entreprises, avec en fait un déplafonnement. Donc auparavant, il y avait un plafonnement de toute une série des taxes, ce qui mettait quelque part un peu à l'abri les grandes surfaces comme Sinoco et Delhaize. Le mouvement réformateur qui a eu le leadership de la commune avant que je ne le reprenne, avait déplafonné. Je dois dire que nous sommes, à l'inverse, en train de réexaminer la structure de taxes en se disant qu'il y a peut-être des efforts à faire. Donc, ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, la taxation qui est laissée à l'initiative de la commune, forcément, elle peut être amenée à être changée lorsqu'il y a des changements de majorité, mais ce n'est pas toujours dans les sens auxquels on s'attendrait. Mais surtout, je pense, il y a la nécessité vitale d'avoir un dialogue régulier. Je crois que c'était présent dans le cas de Delhaize, et c'est pour ça qu'il y a un récit aujourd'hui qui est partagé, qui est très clair et qui montre que le départ est positif vers ailleurs et pas négatif vis-à-vis de nous. Je ne connais pas bien l'historique Sinoco. Je peux imaginer qu'il y a eu d'autres problématiques. Si je peux mentionner notamment la problématique de la sécurité, moi, en tant que bourgmestre en charge de la sécurité, d'abord, je relève un élément très important, factuel, les faits. Nous avons plus d'interventions policières et nous avons moins de faits. Il le reconnaissait, il disait que c'était il y a en réalité une grande amélioration de la situation. Ça, c'est d'abord un premier fait. Un deuxième fait, c'est en tant que responsable de la sécurité sur cette commune, je me montre extrêmement à l'écoute de tout qui vient manifester un problème de sécurité, et je dois remercier ma police d'être extrêmement réactive par rapport à mes demandes en ces termes. Et donc, je pense que c'est un domaine dans lequel il y a certes moyen de faire des progrès, mais il y a aussi des progrès qui ont été faits, et l'essentiel, c'est vraiment d'examiner au cas par cas les situations et d'avoir un excellent dialogue. Didier Gozin, alors rebondir ici sur ce que disait Monsieur de Brabanter, cette uniformisation de toutes les communes, c'est possible, c'est jouable, ou vu la lasagne bruxelloise, c'est compliqué? D'abord, la région bruxelloise a déjà fait des efforts d'harmonisation avec les communes. Par exemple, on a supprimé des taxes qui existent encore, par exemple, toujours en Wallonie, notamment la taxe sur l'outillage, sur la force motrice. Tout ça a été supprimé en région bruxelloise. En règle générale, la région n'a
très peu de taxation à l'égard des entreprises, puisque les entreprises relèvent du droit des sociétés et l'impôt des sociétés, les communes, c'est le fédéral. Il y a encore des harmonisations à faire, par exemple, pour tous les petits commerces, je pense, les taxes d'enseigne, les taxes de terrasse, etc., avec des nuances. C'est évident qu'une terrasse à la Grand Place, c'est pas la même qu'une terrasse dans ma commune, et donc je peux comprendre qu'à Bruxelles-Ville, ça ait des valeurs différentes, parce que ça a des valeurs économiques différentes. Donc oui, on doit continuer à travailler sur cette harmonisation. Ça n'est pas simple, mais objectivement, ce ne sont pas ces taxes-là qui pèsent de manière importante sur des grands groupes économiques. Ce qui pénalise une entreprise, c'est sa taxe, l'impôt des sociétés, c'est la taxe foncière, mais le foncier, il n'est pas fixé par la région, c'est le revenu cadastral, c'est au niveau fédéral que ça a été fixé. Certes, il y a un impôt qui revient au niveau des communes, mais la base a été arrêtée au niveau de l'État. Ce sont ça les grosses taxes qui structurent et qui pèsent. Et je ne vous parle pas des charges sociales sur les salaires, qui évidemment sont d'un autre rapport que 100, 200, 300 euros par-ci, par-là. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas revoir et tenter d'harmoniser. Alors, il nous reste quelques minutes, Ariane de Brabanter. J'ai quand même envie de pointer ça, parce que c'est ce qui ressort de votre baromètre. Le gros souci à Bruxelles pour les entreprises, c'est cette mobilité. C'est ce que tous vos affiliés répondent. C'est la catastrophe en termes de chantier et de mobilité. Depuis des années, le nombre de pourcentages ne cesse d'augmenter. Actuellement, 83% des entreprises donnent comme priorité absolue la mobilité, travailler à la mobilité. Et nous sommes tout à fait en bon terme avec ce gouvernement. Nous voulons faire avancer, nous voulons que les entreprises font partie des solutions, et dans ce sens, il y a une bonne collaboration. Mais il y a encore tant à faire. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, la mobilité ne se solutionne pas d'un jour à l'autre, mais il y a une politique également de mobilité qui doit tenir compte de l'économie et des fonctions utiles, et par exemple ne pas se focaliser sur les nafteurs qui polluent Bruxelles. On ne demande pas mieux d'avoir les gens qui souhaitent toujours travailler à Bruxelles et qui doivent être considérés comme plus que le bienvenu. D'accord. Alors justement, par rapport à ça aussi, est-ce que ça va dans le bon sens? On entend plusieurs communes. XL, dernièrement, la ville de Bruxelles l'a déjà fait, qui souhaite interdire les camions sur leur territoire. Pour vous, c'est une mauvaise chose, j'imagine. Écoutez, il y a des pourparlers à tous les niveaux. Il y a un plan régional de distribution. On entend qu'il y a des initiatives pour créer des centres logistiques. Mais si on veut interdire les camions, il ne faut pas s'étonner que les rayons dans les supermarchés seront vides. Oui. Donc il faut s'organiser. Il faut mettre en place des centres de distribution urbains. Il y en a un qui va se mettre, par exemple, dans ma commune, à Delta, à l'initiative de Bipost. Peut-être que le site de l'Est, peut-être, de par son organisation déjà, être un nouveau centre de logistique. Il y avait ce vieux projet du Bilk aussi qui a été abandonné il y a longtemps. Oui, mais donc il faut effectivement repenser la mobilité. Ça n'est pas normal a priori que des grands camions traversent la ville, et donc il faut permettre l'éclatement des marchandises et le transport par petite unité, voire même par mobilité douce, des vélos cargo, etc. Pourquoi pas? Catherine Moreau, vous seriez pour vous interdire les camions d'un certain tonnage sur le territoire de votre commune? Mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir une vision globale sur la région. Pourquoi? Parce que c'est une thématique où le changement est en route. Il ne faut pas qu'une commune prenne une décision. Je pense surtout que, en réalité, les questions qui se posent aujourd'hui se posent de manière plus crue, plus importante qu'auparavant, mais ce sont des questions qui vivent déjà depuis quelques années, qu'en laissant chaque espace décidé, en réalité, effectivement, on arrive à bannir les camions, ce qui, en fait, monsieur de Brabanter a raison de le dire, bannit certains services. Donc ça ne peut pas en soi être la seule réponse. Je m'explique. Si dans chaque commune, il n'y a qu'une rue ou plus du tout de rue où les camions peuvent se garer, eh bien, c'est un énorme problème pour toute la région. Et donc, il faut des solutions qui sont réfléchies, qui sont médiées, tenant compte du fait que certainement nous avons à revoir nos pratiques de distribution en parallèle avec les nouvelles pratiques aussi d'achat sur Internet, etc., etc. Il y a là une thématique qui a connu une accélération dans les défis ces dernières années. Il y a là quelque chose de nouveau sur des choses qu'on connaissait, et il y a forcément besoin, je pense, que la région prenne le lead pour proposer des solutions. Voilà, donc une réponse globale à tous ces problèmes
que soit la mobilité, principalement la fiscalité. On l'a entendu également. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Yann de Brabanter, vous êtes secrétaire général de Bessie. Didier Gauzoin, ministre bruxellois défi de l'emploi et de l'économie. Catherine Moureau, vous êtes la bourgmestre PS de Molenbeek. Merci également à Jim Nejman pour la préparation de cette émission et Axel Antoine pour sa réalisation. Dans quelques instants, tout d'abord, ce sera le journal de 13h. Ensuite, comme tous les jours, un jour dans l'histoire avec Laurent Dossé qui propose notamment aujourd'hui un retour sur les années peu glorieuses du football belge avec des histoires de corruption qui ont touché les deux gros clubs, Anderlecht et le Standard. Rendez-vous dès 13h20. Excellente journée. Il est 13h. Marie-Laure de Kerkhove avec vous, bonjour. Le Parlement fédéral a approuvé le budget mobilité. Avec son entrée en vigueur, les travailleurs qui ont droit à une voiture de société auront désormais plus de liberté de choix pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Ce budget mobilité est plus créatif et plus ambitieux que le fameux Cash for Car qui n'a pas donné les effets escomptés. Un agent pénitentiaire d'Andenne placé sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein de la prison. Elle fait suite à une série de perquisitions. Pourquoi le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump a-t-il accouché d'une souris et même d'une souris mort-née? On a donné le point de vue de Donald Trump hier, celui de la Corée du Nord, c'est pour dans quelques minutes. Et puis la météo et le retour à des conditions tout à fait de saison. Au menu, petite bruine et maxima compris entre 8 et 13 degrés. Et oui, on l'avait oublié, mais le printemps c'est seulement dans 20 jours. Si vous avez droit à une voiture de société, la loi vous autorise donc désormais à opter pour d'autres moyens de transport. C'est ce qu'on appelle le budget mobilité. Le texte a été voté hier à la Chambre et il a pour objectif de rendre le parc de voitures de société plus respectueux de l'environnement. Baptiste Tupin. Oui, puisque le système de ce budget mobilité donne la possibilité à l'employeur de proposer toute une série d'alternatives à la voiture de société. Ces véhicules de société sont encore en grande majorité des modèles diesel, généralement assez grands et assez gourmand. Le budget mobilité permet aux bénéficiaires d'une voiture de société d'allouer le budget prévu pour cette voiture à d'autres moyens de transport. D'abord, par exemple, une voiture plus petite, moins polluante, une voiture électrique ou qui répond à des critères d'émission de CO2 prédéfinis. Mais l'employé peut aussi utiliser tout son budget pour des alternatives comme des abonnements de transport en commun, l'achat d'un vélo ou même l'intervention dans des frais de logement si l'employé habite à moins de 5 km de son travail. Le bénéficiaire peut aussi cumuler ces alternatives avec un petit véhicule de société. Tous ces avantages feront l'objet d'un régime fiscal favorable. L'employé qui dispose d'un budget mobilité peut enfin le convertir entièrement ou en partie en salaire, ce qui s'apparente au système déjà existant du Cash for Car. Ce choix-là, en revanche, n'est pas soumis aux mêmes avantages fiscaux. Dans l'actualité politique encore, c'est officiel. Benoît Lutgen sera tête de liste aux prochaines élections européennes pour le CDH. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur les candidats déjà déclarés. Avec vous, Daniel Welter, généralement ce ne sont pas des inconnus que l'on retrouve comme candidats à l'Europe. Effectivement, à côté de Benoît Lutgen, nous avons Paul Magnette pour le Parti Socialiste, Olivier Chastel au MR, Philippe Lamberts chez Écolo et en Flandre, Chris Peters au CDNV, Geert Bourgeois à la NVA et Guy Verhofstadt pour l'Open VLD. Rien que des têtes connues. Alors qu'est-ce qui les motive? L'Europe, évidemment, en théorie du moins, car en pratique c'est plus nuancé et ça sent parfois à la fin de carrière, comme pour Benoît Lutgen ou Olivier Chastel, qui ont été au top de la hiérarchie en tant que président de parti, mais qui ne le sont plus. Pour Paul Magnette, il s'agit plus d'une caisse de résonance. Dès le départ, il a dit ne pas vouloir siéger à l'Europe. D'autres n'ont tout simplement pas eu trop le choix, comme Chris Peters qui espérait le majorat à Anvers, mais pour qui ça n'a pas marché. Pour le parti, en tout cas, la place à l'Europe est stratégique. Il n'y a que 8 sièges pour les partis francophones. Et donc, c'est surtout la popularité du candidat qui va jouer. Sur le front judiciaire maintenant, après la plaidoirie de la défense de Mehdi Nemmouche, c'est aujourd'hui au tour de la défense de Nasser Bendrer de prendre la parole. Le complice présumé de Mehdi Nemmouche est soupçonné d'avoir fourni un revolver et une Kalachnikov, soit les 2 armes qui ont bien été utilisées pour tuer 4 personnes en mai 2014 au musée juif de Belgique. Nasser Bendrer nie les faits. Compte rendu d'audience avec Fabrice Gérard. Il n'y a aucune preuve matérielle qui relie Nasser Bendrer aux 2 armes utilisées lors de la tuerie au musée juif de Belgique.
D'un ton calme et posé, l'avocat du complice présumé de Mehdi Nemmouche a commencé par rendre hommage aux 4 victimes de la fusillade. Nous nous inclinons devant la douleur de leurs proches et de la communauté juive. Et l'avocat de se lancer ensuite dans la description de la personnalité de Nasser Bendrer, un jeune homme qu'il qualifie de normal, qui aime faire la fête et qui n'est pas un radicalisé et encore moins un terroriste. Alors oui, Mehdi Nemmouche a sollicité Nasser Bendrer pour lui fournir des armes. Oui, a-t-il expliqué, Nasser Bendrer et Mehdi Nemmouche se sont bien vus à Bruxelles puis à Marseille un mois avant la tuerie. Mais alors pourquoi Mehdi Nemmouche a-t-il encore attendu 30 jours avant de frapper le musée juif le 24 mai 2014 ? Pour l'avocat de Nasser Bendrer, c'est évident, c'est bien la preuve qu'il ne lui a pas fourni d'armes et qu'il doit donc être acquitté des faits qui lui sont reprochés. La plaidoirie devrait durer 6 heures. Le verdict ne sera pas connu avant le 7 mars. Coup de tonnerre également à la prison d'Andenne. Un agent pénitentiaire a été placé sous mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants. Il a été interpellé hier après des perquisitions au sein de la prison, Juliette Arriga. Des perquisitions qui visaient donc bien les gardiens et pas les détenus. Leurs casiers ont été fouillés, 4 d'entre eux ont été interpellés. Un mandat d'arrêt a été décerné hier soir. Les 3 autres agents pénitentiaires interrogés par la police hier ont été relâchés. Mais l'enquête continue et cela ne veut donc pas dire qu'ils ne sont plus inquiétés. Le personnel de la prison savait qu'un tel trafic existait au sein de la prison. C'est ce que nous a dit un délégué syndical hier. Vu l'ampleur de ce trafic, il était inévitable que des membres du personnel soient mouillés. Ce qui fait encore plus mal pour le personnel pénitentiaire, c'est que parmi les 4 gardiens perquisitionnés, l'un est, semble-t-il, un haut gradé du personnel. La direction de la prison a pris une mesure provisoire d'interdiction d'accès au bâtiment en attendant l'évolution de l'enquête. Les gardiens inquiétés ne peuvent plus exercer leur travail pour l'instant, mais ils ne perdent pas leur salaire. Précisons tout de même que ces trafics ne concernent de toute évidence qu'une infime partie du personnel de la prison qui compte environ 300 gardiens et employés administratifs pour 400 détenus. Le gardien placé sous mandat d'arrêt passera mardi devant la chambre du Conseil. On connaît maintenant le successeur de Jean-Jacques Cloquet à la tête de l'aéroport de Charleroi. C'est Philippe Verdonck qui a été choisi par le conseil d'administration. À 53 ans, il a déjà une longue carrière dans l'aéronautique, une carrière commencée chez American Airlines à Bruxelles, dans les opérations passagers et cargo à Brussels Airport. Il a ensuite occupé différents postes dans plusieurs compagnies asiatiques et à la compagnie indienne Jet Airways. Il est actuellement directeur général chez Worldwide Flight Services à Bruxelles. Il prendra les commandes de l'aéroport de Charleroi dans 1 ou 2 mois. Dans l'aéronautique, il y a aussi de nouveaux métiers. Par exemple, technicien de maintenance de drones. Ces nouveaux objets volants seront à l'avenir de plus en plus utilisés. Avant que cette activité soit à son apogée, on forme déjà les techniciens qui seront appelés à préparer, entretenir, réparer les engins. Ça se passe au WAN à Gosselies, le pôle de compétences wallon pour le secteur aéronautique. 9 élèves y suivent actuellement une formation de 24 semaines. Nicolas Rondelet a rencontré leur formateur, Denis Masson, et 2 participants, Christian et Christophe. Reportage. Donc tu considères le négatif et le positif. Négatif, noir, positif, rouge. On va tous souder comme ça. Ici, c'est surtout tout ce qui concerne la mécanique, tout ce qui va concerner l'entretien, la préparation, la construction. On n'est pas là que pour voler, quoi. Je sais que d'autres personnes diront l'objectif c'est de le faire voler, mais pas du tout. Donc c'est un nouvel outil qui est en plein développement. Donc il y a eu déjà des projets de taxi-drone, donc avec de très lourds porteurs, mais il y a tout l'aspect sécuritaire, l'aspect technologie et évidemment la maintenance. Avant, j'étais représentant commercial. Et puis voilà, suite à une restructuration, un licenciement, voilà, je me suis réorienté. J'ai un petit peu vu les différentes possibilités d'acquérir de nouvelles compétences dans un nouveau secteur. Un reportage signé Nicolas Rondelet. Sachez aussi qu'il n'y aura pas de grève chez Skies, anciennement Belgo Control, pendant les vacances de carnaval. L'entreprise qui gère le contrôle aérien l'a annoncé ce matin. Le syndicat chrétien avait déposé un préavis de grève au début du mois de février. Ces griefs restent entiers, mais le syndicat veut donner le signal qu'il n'agite pas l'arme de la grève de manière inconsidérée. À propos des inquiétudes, on citera par exemple les dispositions sur les interruptions de carrière et aussi le nouveau centre de formation à Stenokerzeel, ouvert via une co-entreprise dont la transparence est mise en cause par le syndicat chrétien.
Au Soudan, les tribunaux spéciaux instaurés au début de cette semaine ont prononcé leur première sentence. 8 personnes condamnées à la prison pour avoir défié l'état d'urgence mis en place par les autorités le 22 février dernier. Un état d'urgence qui fait suite aux manifestations en cours dans le pays depuis plus de 2 mois, Waoub Fayoumi. Oui, ces manifestations défient le pouvoir du président Omar el-Béchir depuis la mi-décembre. Et aujourd'hui, c'est la répression qui tombe. Les premières condamnations devant ces tribunaux spéciaux vont de quelques semaines à 5 ans de prison. Selon l'Alliance des avocats démocrates soudanais, il reste encore 870 manifestants arrêtés qui attendent un jugement. Ces centaines de personnes ont donc été emmenées en prison cette semaine, car l'état d'urgence en vigueur depuis vendredi dernier n'a pas empêché des milliers de Soudanais à descendre quasi tous les jours dans les rues des villes et villages du pays en scandant des slogans anti-gouvernementaux. Cette contestation a débuté par une colère populaire contre le triplement du prix du pain. Elle s'est aujourd'hui transformée en une défiance vis-à-vis du régime du président Omar el-Béchir. El-Béchir tente donc de reprendre la main et parallèlement à ce tour de vis sécuritaire, il a limogé le gouvernement fédéral du pays et intronisé un proche collaborateur, Ahmed Haroun, comme chef de son parti, le parti majoritaire qu'il dirigeait jusqu'à présent. Ce proche collaborateur, comme el-Béchir lui-même d'ailleurs, est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et on estime à près de 60 personnes le nombre de manifestants tués par les forces de l'ordre depuis 2 mois au Soudan. La tension s'apaise un peu entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan a annoncé la réouverture de son espace aérien à partir de 14h. Sa fermeture avait impacté des milliers de passagers. Elle avait été décidée après que des avions ont été abattus des 2 côtés et un pilote indien capturé au Pakistan. Il a été libéré et sera remis cet après-midi aux autorités indiennes. Le sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un s'est terminé de façon abrupte hier, sans accord sur le désarmement nucléaire de la péninsule, mais aussi sans rupture. Américains et Nord-Coréens se rejettent la responsabilité de l'échec. Alors Jean-François Herbeck, quels sont les points d'achoppement ? Il y en a 2. En quittant précipitamment le sommet hier matin, Donald Trump affirme que Kim exige la levée de toutes les sanctions économiques contre son pays. Hier soir, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères livre une toute autre version. Son pays ne demande que la levée de certaines sanctions, celles qui touchent la population. Le ministre aborde aussi l'autre point de désaccord. La Corée du Nord offre de démanteler complètement et de façon permanente son site de production nucléaire de Yongbyon. Et le ministre ajoute, il n'y aura pas de meilleure offre. Pour les États-Unis, ceci ne suffit pas. Pour eux, les Nord-Coréens ne fermeraient qu'une partie du complexe et surtout, Yongbyon n'est pas la seule structure d'enrichissement de l'uranium en Corée du Nord. Des points de vue divergents donc, qu'il faudra un jour concilier pour aller de l'avant. Pour l'instant, aucun rendez-vous n'est pris, mais aujourd'hui, la Corée du Nord propose de nouvelles discussions. La porte reste donc ouverte. Il nous a quittés il y a 10 ans, mais sa musique reste bien présente dans les esprits. Un 2e album posthume d'Alain Bachung sort aujourd'hui. Immortel, c'est son nom. Un album en forme d'intégrale. Yann Bertrand de France Info l'a écouté pour nous. Immortel comme une œuvre référence, une somme qui se redécouvre toujours aujourd'hui. Je rêve dans ton lit de chaleur de ta nuque. 14 albums studio depuis 77, des concerts, des raretés, des inédits comme le pôle Nord commence ici. Alain Bachung ne s'abîme pas avec cette superbe intégrale enrichie d'un livre et de photos. On feuillette les disques de sa vie, de romans photos à Bleu Pétrole, le dernier enregistré avant sa mort. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Le posthume en amont est également présent comme le bijou fantaisie militaire, mais on s'arrête sur des pépites, des démos, des chutes de studio, des duos originaux. City avec Brigitte Fontaine par exemple. Le pays pardonné explose de fleurs blanches. Les gratte-ciels dorés s'inclinent vers les branches. La vapeur assurée crachée par les moteurs. Et l'élégance de cette intégrale colle parfaitement avec celle de l'œuvre d'un Bachung qui, on s'en rend compte, n'a finalement pas vraiment quitté la scène. La nuit je mens, je prends... L'inoubliable La Nuit je mens d'Alain Bachung, le tube figure sur l'intégrale Immortel qui sort donc aujourd'hui. 4 titres inédits sont aussi à découvrir. Et puis une pluie de récompenses pour la RTBF. 3 reportages de la série La Belge Histoire diffusés dans l'émission 7 à la une ont reçu le tout premier prix du journalisme constructif décerné hier soir. Ces 3 reportages primés sont L'infirmière au grand cœur de Fiona Collienne, L'école du Terril de Sarah Hendricks et Le jardinier malvoyant de Stéphanie Lepage. Une autre émission RTBF
Bref, alors on change a aussi reçu un prix, celui de la catégorie étudiant avec la capsule web de Cindy Tonon sur les mégots de cigarettes. Bravo à eux. Et tout cela est évidemment à voir ou revoir sur Ovio. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La première. L'esprit clair. Et on retrouve Laurent Dehausset pour Un jour dans l'histoire. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Laure. On va s'intéresser à une passion belge, mais pas que belge, mais avec ses petits couacs aussi. La corruption dans le monde du football, ça existe, dites donc. Et puis je vous emmènerai également au cœur de la mer Égée à Santorin. Bel après-midi. À vous aussi. Voici un entrepreneur qui a trop d'administration à faire. Et voici un entrepreneur qui confie son administration à Groupe S. Consacrez plus de temps au cœur de votre activité. Groupe S facilite considérablement la vie de votre entreprise. Disposez d'applications pratiques, de conseils sur mesure et du soutien d'un payroll advisor qui suit de près l'administration de votre personnel. Groupe S, plus qu'un secrétariat social. Découvrez aussi notre nouvelle solution pour les flexi-jobs sur prestaflex.be. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Par exemple, lorsqu'un autre magasin lance une belle action promo. Oh non! Et que vous savez que Vandenborg adapte toujours automatiquement ses prix. Ah oui! Une promo dans un autre magasin? Pas de problème. Chez Vandenborg, vous profitez toujours du prix le plus bas. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. C'est un garçon ou une fille? D'ici peu, il ou elle vous donnera des coups de pied dans le ventre. Et d'ici quelques mois, vous ferez tout pour l'aider à bâtir sa vie. Vivre, c'est bâtir. Rendez-vous à Batibo, le salon de la construction et de la rénovation du 23 février au 3 mars à Bruxelles Expo. Infos et tickets sur batibo.com. Avec Le Soir et La Première. Anima présente Le Festival international du dessin animé et du film d'animation, du stop motion, de la 3D, de la virtuelle réalité. Anima quoi? Hein? Le festival Anima? Anima, c'est tout simple. C'est du 1er au 10 mars à la Cinémathèque, au Palace, aux Galeries, à Flaget et dans toute la Wallonie. Anima! Avec BNP Paribas Fortis, Ouf TV et La Première. La Monnaie présente Frankenstein, la création mondiale du premier opéra de Mark Gray, basé sur le chef-d'œuvre de science-fiction signé Mary Shelley dans une mise en scène spectaculaire de la Fura d'Elspaus. Un moment historique. Plus d'infos sur lamonnaie.be. Avec La Première et le journal Le Soir. Un Montagny premier cru. Oh, un Pomerol 2015. Que des vins uniques pour des moments uniques. Jusqu'au 20 avril, faites vos courses chez Macro et recevez 3 bouteilles de vin prestigieux. Infos et conditions sur vingratuit.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Avec ou sans numéro de TVA, Macro est ouvert à tous. Et en plus, jusqu'à samedi, 2 + 1 gratuit sur plus de 700 fromages. La Première présente Placebo par le West Music Club. Revivez l'époque jazz fusion de Marc Moulin avec l'énergie et le swing du West Music Club le 15 mars à la Ferme du Biérot. Infos et réservations fermedubiérot.be. Avec UC Louvain Culture et la Libre Belgique. La Ferme du Biérot, la maison de toutes les musiques. Parlons business. Dans l'économie sociale, le succès d'un projet d'entreprise vient souvent du partage des connaissances et de la mise en commun des compétences et des moyens. Alors ce qui est vrai à l'échelle d'une entreprise l'est aussi au niveau de l'ensemble du tissu économique social belge. Voilà pourquoi beaucoup de coopératives actives en Belgique participent à la plateforme intersectorielle FEBECOP. Cette fédération a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat coopératif, mais aussi de fournir des services destinés au développement de l'économie sociale. Par exemple, elle a participé à l'accompagnement de la transmission d'entreprises à leurs propres travailleurs sur la base d'un modèle coopératif. Elle fournit aussi un soutien opérationnel aux coopératives en création ou en développement. Il existe aussi des fédérations de coopératives qui sont spécialisées dans certains secteurs, comme par exemple la Fédération des associations et coopératives de citoyens pour l'énergie renouvelable en Belgique, qu'on appelle aussi RESCOP. Cette fédération et ses déclinaisons régionales ont pour mission de promouvoir la participation citoyenne dans les énergies vertes. Grâce à l'ensemble de toutes ces fédérations coopératives, des compétences sont mises en réseau, ce qui permet un meilleur développement de l'entrepreneuriat social. Excellent week-end à vous, à lundi. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. La Première. L'esprit clair.